bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors du coup, en juillet là, donc le mois dernier, j'ai fini le ProLab de Dante, donc un des laboratoires. C'est la première fois que j'avais tenté les laboratoires pro sur Hack the Box. Et du coup, c'est plus dur que ce que je pensais, même s'il est marqué en difficulty beginner. Mais franchement, c'est pas mal du tout, très chouette. Hein, donc bon, c'est fait partie des labs payants, mais vous avez un paquet de flags à obtenir. Et je trouve ça vachement plus intéressant que les machines. Mais bon, si vous avez accès au endgame, c'est un peu la même chose, donc c'est pas plus mal. Et sinon, il y a les Fortress aussi, qui elles sont gratuites, qui sont un peu dans le même genre. Bref, et du coup, bon là je peux pas donner de solution, puisqu'on n'a pas le droit de donner les write-up de solutions de Dante. Donc je vais faire une vidéo beaucoup plus simple pour aujourd'hui, surtout que c'est le mois d'août, il fait chaud, c'est la canicule. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme petite vidéo sympa d'été. Et je me suis dit on va penser à la fraîcheur de Noël avec les Advent of Cyber qui ont lieu sur TryHackMe. Donc j'ai choisi celui de 2021. Donc il y a chaque jour, comme un calendrier de l'avant, une petite épreuve. Et nous, celle qu'on va faire, c'est celle du jour 19. Something fishy is going on. Pour parler un peu de phishing, même si on avait déjà parlé un peu de phishing sur une autre, sur d'autres, même peut-être au pluriel vidéo. Mais là, elle est vraiment facile. Et la hackeuse de ce mois-ci qui donc sert d'illustration de la vidéo, c'est Meg West. Et Meg West, elle a fait le même exercice qu'on va faire là, mais en anglais. Donc si vous préférez l'exercice en anglais, n'hésitez pas. Il est ici, je mettrai évidemment le lien sous la vidéo. Et en plus, elle a mis un petit chapeau de Noël. Mais moi, comme je ne montre pas ma tête, je ne ferai pas le Père Noël. Donc donc je vous épargne la lecture de tout ça. Si vous avez envie de lire, n'hésitez pas. C'est toujours bien de lire en amont ce qui est présenté sur TryHackMe ou ailleurs. Et on va faire donc la première question qui est très bête. Donc en gros, on nous donne, si on va sur la machine de TryHackMe, 3 fichiers. Et on nous demande qui a envoyé. Donc on imagine que c'est un email et les pièces jointes attachées à cet email, mais c'est peut-être même pas sûr, je me souviens plus. En tout cas, il demande qui a envoyé l'adresse mail, donc là très simple, on va ouvrir le mail en faisant un double clic dessus. Donc sur cette machine qui semble être du Linux de Debian, j'imagine qu'ils ont mis Thunderbird, donc si ça met pas 3 ans, j'imagine qu'il va être capable d'ouvrir le mail avec Thunderbird. Alors pour rappel, on va faire un petit historique. Hein. On peut aussi dire courriel, mail, email, donc en français. Et tout ça, ça veut dire quoi? Selon Wikipédia, c'est un message écrit envoyé électroniquement via un réseau informatique. Du coup, je sais qu'il y a aussi débat sur qui a créé le premier l'email, mais je crois que le débat est fini maintenant, c'est acté. Bref, donc nous avons qui a envoyé le mail, non, à qui est envoyé le mail, donc qui est le destinataire du mail. Donc on voit ici que c'est tout Elf Macpherson, donc c'est la solution de cette première question. Les 3 premières questions sont vraiment easy, je crois même un peu après de toute façon. Donc la deuxième question c'est qui a envoyé le mail, donc là c'est facile, on remonte un chouïa plus haut. Et on voit que c'est Customer Service TF8C machin truc bidule qui a envoyé le mail. Ensuite, qui est présent dans le champ Reply To. Donc on rappelle que dans un mail, on peut avoir une personne qui envoie le mail et qui met un champ répondez-moi sur une adresse mail différente. Et c'est évidemment très suspect, c'est très utilisé en tout cas par les campagnes de phishing. Donc je crois même que tout ce qui est outil anti-spam augmente leur score de détection quand le champ Reply To est différent du champ From. En tout cas, la réponse à la question, c'est simplement, il faut regarder dans le champ Reply To, on voit que c'est Fisher, Tempmail, Grinch, qui va être la réponse. Donc jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ensuite, alors il parle de typo, donc là pour les francophones ça va pas être évident, mais c'est pour rappeler que souvent
dans les mails de phishing, enfin souvent de moins en moins, il y a des erreurs d'orthographe ou de frappe. Mais en vrai, vu qu'il y a en plus, enfin c'est de moins en moins évident parce que déjà les campagnes de phishing sont de plus en plus propres et ont de moins en moins de fautes d'orthographe. Et en plus, les vrais mails ont de plus en plus de fautes d'orthographe. Donc c'est pas forcément un argument, c'est pas le premier argument qui va servir. Je dirais à la fin, moi, le premier réflexe que j'aurais eu si j'avais reçu ce mail, j'ai envie de dire, le premier réflexe, c'est déjà, si on s'attend pas à recevoir un mail de TBFC, c'est louche. Mais si on s'attend à recevoir un mail de TBFC, on a d'autres réflexes à avoir. Et c'est celui-là, moi, que j'aurais eu en premier, c'est-à-dire regarder le lien. Donc, si on se déplace sur le lien sans cliquer dessus, on voit en bas, dans la barre d'état, le lien en question, et si ça n'a rien à voir avec le domaine de l'émetteur, on peut clairement douter on peut estimer que le mail est probablement frauduleux. Et donc là, ils veulent qu'on mette le lien en question, oui c'est ça, donc on copie-colle ici. J'en profite aussi pour rappeler quelle est la définition de website, qui est donc maintenant un terme tellement utilisé qu'on peut parfois être un peu perdu. Alors toujours selon Wikipédia, donc un site web, c'est une collection de pages web et de contenus reliés qui sont identifiés par un nom de domaine et qui sont publiés au moins sur un serveur web. Donc du coup, ça englobe quand même pas mal de choses aujourd'hui. Prochaine question encore assez facile, mais ce coup-ci il faut regarder dans le source code. Donc là c'est pas le code source de l'application, mais dans le code source du mail, qui est de moins en moins accessible. En tout cas sur Thunderbird il n'y a pas de souci, mais sur toutes les plateformes de type GAFAM, Google, Hotmail, Anico, ils donnent de moins en moins accès à ces informations, ou au moins ils virent des ancêtres. Je dis ça parce que moi j'ai connu l'époque où on pouvait récupérer l'adresse IP publique de la personne qui envoyait le mail, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, enfin au moins sur les plateformes des GAFAM. Je pense que peut-être sur ProtonMail, tout ça, on a encore possibilité d'avoir l'information en question. Et après, pourquoi ils enlèvent ça? Je pense qu'officiellement ils vont dire c'est pour protéger les gens, et officieusement c'est peut-être parce que c'est des informations qui sont intéressantes à garder pour eux et à ne pas communiquer. Bref, tout ça pour dire qu'on va mettre en grand ce mail et on va afficher le code source le message source avec un CTRL-U ou en cliquant dans le menu. Et on voit assez rapidement que dans ces entêtes, surtout si on a l'habitude de voir des entêtes mail, on voit que celui-là il a rien à faire là, en tout cas il est très atypique. Et donc c'est la réponse à cette question. Ensuite il demande, on a reçu un PDF attaché au mail, quel est le nom du PDF? Donc effectivement quand on regarde là vite fait, on n'a pas l'impression qu'il y a la réponse. Par contre j'imagine que les deux fichiers texte qu'on a dans le dossier ici. Alors j'imagine qu'il y en a un, c'est le fichier texte mais encodé en base 64, on peut l'ouvrir, je fais double-clic dessus, là on voit que c'est que du base 64, alors que là, il y a aussi l'entête, avec le base 64 qui suit, et donc dans cette entête, donc normalement ça fait partie d'ailleurs du source mail. C'est marrant qu'il n'y ait pas le champ, je le vois pas. I don't know. En tout cas, la réponse à la question, c'est ici, le nom du PDF, on l'a ici, name, reset, password, password reset instruction, si je mets dans l'ordre. Et pareil, on va faire un petit historique sur le PDF, donc qui veut dire Portable Document Format, donc communément abrégé en PDF, et c'est donc un langage de description de page présenté par la société Adobe System en 1992, c'est pas tout jeune. Et c'est devenu une norme ISO en 2008. Et pour info aussi, il y a une norme, il y a un format de PDF qui est utilisé pour l'archivage long terme, qui est donc censé tenir des années et des années. Peut-être dans 100 ans, il y aura encore cette norme. Et enfin, on arrive, je crois, à la dernière question, qui demande un flag. Et le flag serait présent dans le fichier PDF.
Et comme on n'a pas le fichier PDF, on a juste l'attachment en base64. Comment faire pour recréer ce fichier PDF? Dure question aujourd'hui. Eh bien, après il y a plein de méthodes, hein, mais je vais faire la méthode old school, en tout cas celle que j'ai l'habitude de faire. Il suffit d'afficher, donc on va prendre le attachment de base64 only, et on va faire un base64-d pour le décoder. Et on va mettre la sortie dans un fichier qui va s'appeler lisbeth.pdf. Et normalement, notre fichier sorti, qui donc passait du base64 au format binaire, est bien un PDF. Et donc on peut double-cliquer dessus et on aura l'ouverture du fichier PDF avec je ne sais quel lecteur PDF qui a d'installer sur la machine fournie par TryAcme. Et normalement, je crois que l'image qu'on voit, il va y avoir le flag à trouver associé à côté. Je sais pas combien de ressources ils mettent sur leur image, sur leur machine, mais c'est pas bien rapide. Voilà, donc c'est une petite vidéo en plus non, il n'y a même pas de lecteur PDF, on ouvre ça avec le navigateur web. Et donc ici, on a bien le flag au-dessus de ce superbe dessin. Donc voilà, donc pour rappeler les bases à avoir quand on ouvre un mail, bien faire attention, et puis quand on joue avec les mails, si on fait du forensique par exemple, sur ce format qui est vieux depuis un certain temps. Voilà pour la vidéo d'été. En septembre, on revient sur des choses un peu plus compliquées, mais il faut se reposer un peu. Et donc je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.